Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque semaine pour votre magazine Défense. L'armée israélienne continue et poursuit ses opérations dans la bande de Gaza depuis 607 jours maintenant. Chani Guidalia, bonsoir, on va parler avec vous. Quelles sont les dernières infos sur le terrain, Chani? Déjà, on a appris ce matin, Océane, la mort d'un soldat. Il s'agit du sergent-major Alon Farkas qui a été tué dans le nord de la bande de Gaza mardi. Sa mort a été confirmée aujourd'hui par l'armée israélienne. Il avait 27 ans, originaire du kibbutz Kabri dans le nord d'Israël. Il faisait partie d'une unité de reconnaissance et dans le même incident, un autre soldat de la même unité a été grièvement blessé. C'est une tragédie qui intervient alors que la veille, l'armée israélienne a annoncé la mort de 3 soldats de la brigade Givati à Jabalia. 4 soldats tués en 2 jours et les opérations qui se poursuivent donc dans le territoire palestinien. Oui, ces dernières heures, l'armée a détruit beaucoup d'infrastructures terroristes. On parle de bâtiments piégés, de lanceurs, des entrées de tunnels. Et on a vu aussi cette vidéo sur X de Tsahal, l'élimination de plusieurs terroristes qui s'apprêtaient à poser des explosifs. C'était à Beth Laya. Ils ont donc été ciblés. Il y a eu aussi cette vidéo qui a circulé sur plusieurs réseaux sociaux qui montre une tentative d'élimination d'un haut responsable du Hamas. Évidemment, son identité n'a pas été confirmée, mais on ne sait pas non plus si la tentative d'élimination a réussi ou non. Alors on voit justement que les terroristes du Hamas utilisent les explosifs pour attaquer les soldats israéliens plutôt que d'aller à la confrontation directe. Est-ce qu'on sait pourquoi, Chani? Est-ce qu'il y a une explication? Donc on voit qu'il y a moins d'affrontements directs depuis le début de l'opération Char de Gédéon que lors des cycles précédents. Donc le Hamas cherche de plus en plus à éviter les affrontements directs avec des soldats. Certains terroristes ont fui en civil vers les zones humanitaires et d'autres continuent d'opérer dans les tunnels où ils se cachent. Donc même s'il n'y a presque plus d'affrontements directs, le Hamas, lui, étudie les soldats. C'est-à-dire qu'il envoie des civils, principalement des enfants, qui s'avancent pour vérifier l'état de préparation des soldats, leur état de vigilance et localiser également les endroits où opèrent les soldats. Et les informations qu'ils transmettent visent premièrement à identifier les points faibles de Tsahal, quelles seraient leurs réactions dans plusieurs situations et quand est-ce qu'ils ouvrent le feu, etc. Comprendre un petit peu les règles d'engagement et d'éthique auxquelles les soldats sont exposés. Donc l'armée, évidemment, comprend ces techniques du Hamas et elle continue dans le même temps de détruire des centaines, voire des milliers d'infrastructures du Hamas. Et en dessous des bâtiments, il y a très souvent, même de façon quasi systématique, des tunnels où les terroristes continuent d'opérer. Merci beaucoup, Chani. Ça, c'était pour les infos, les dernières infos du sud dans la bande de Gaza. Vous restez avec nous. On va passer au front nord cette fois. Hier soir, des roquettes ont été tirées depuis la Syrie. Elles ont visé Israël. C'est la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir de Ahmed al-Shara que des roquettes ont visé le territoire israélien. Israël, qui tient d'ailleurs le nouveau dirigeant syrien pour responsable, Tsahal, a riposté en visant des positions dans le sud de la Syrie. Les précisions de Loïc Stécher-Chocrone. Sur cette courte vidéo, 2 roquettes tombent en terrain dégagé sur le plateau du Golan. S'en suivent 2 explosions. Les 2 missiles sont les premiers tirés depuis la Syrie vers Israël depuis le renversement du régime de Bachar al-Assad. Israël tient son successeur, le président par intérim Ahmed al-Shara, pour responsable. Dans la nuit, Tsahal riposte et vise des sites d'armement du régime syrien. 2 nouvelles organisations terroristes revendiquent les tirs. D'une part, le Front islamique de Syrie qui a posté cette vidéo prétendant montrer les 2 roquettes avant leur lancement. Et de l'autre, les bataillons des martyrs de Mohamed Def, du nom de l'ancien chef de la branche armée du Hamas éliminé par Israël. Ce groupe a ouvert un canal Telegram le week-end dernier où il a déjà revendiqué les tirs effectués depuis la Syrie. L'un des dirigeants a déclaré à Jazeera que les opérations continueront tant qu'il y aura des bombardements contre les civils à Gaza. De son côté, le ministère syrien des Affaires étrangères a publié ce communiqué. Nous n'avons pas encore identifié les responsables des tirs sur Israël. De nombreux acteurs tentent de déstabiliser la région. La Syrie ne représente pas et ne représentera de menace pour aucune des parties dans la région. Nous œuvrons pour élargir l'autorité de l'État au sud de la Syrie et pour que les armes ne soient détenues que par les institutions officielles. Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmed al-Shara multiplie les messages apaisants en faveur des pays occidentaux. En septembre prochain, le président syrien par intérim prononcera un discours attendu à la tribune de l'ONU lors de l'Assemblée générale annuelle, une première pour un dirigeant syrien depuis 58 ans.
Malgré les efforts du nouveau gouvernement syrien pour instaurer la stabilité, les tensions montent entre Israël et la Syrie. Chani, quelle est la prochaine étape justement dans la relation entre les deux pays? Alors, on l'a vu dans le sujet de Loïc qu'on est dans un contexte de tensions renouvelées, c'est-à-dire que des roquettes qui ont été tirées, ça a entraîné une riposte immédiate de l'armée israélienne et de Tsahal qui affirme que le régime syrien est responsable de toute activité hostile qui provient de son territoire. Maintenant, il faut comprendre, Océane, que même si le gouvernement d'Ahmed al-Shara a entrepris des démarches pour diminuer, voire éliminer l'influence iranienne et l'influence du Hezbollah, tout en cherchant aussi à établir des relations avec des pays voisins comme Israël, eh bien Israël, de son côté, reste méfiant et continue de considérer la Syrie comme une menace potentielle. Ça, c'est pour le niveau diplomatique. Maintenant, au niveau sécuritaire, le sud de la Syrie reste une zone instable. Et le gouvernement d'Ahmed al-Shara veut étendre son autorité sur cette région, mais de l'autre côté, il se heurte aussi aux contraintes internes et aussi à la pression d'Israël qui veut garder cette zone et en faire une zone démilitarisée. Donc la priorité pour Israël, c'est évidemment d'assurer la sécurité des habitants du Golan. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de frappes qui ont été menées dans le sud de la Syrie pour éliminer toute menace et continuer d'assurer la sécurité des habitants du Golan. Donc ça crée un paradoxe, puisque d'un côté, la Syrie est tenue responsable des attaques qui proviennent de son territoire, mais de l'autre côté, elle est empêchée de déployer ses forces et des forces nécessaires pour rétablir l'ordre. Donc même après un changement de régime à Damas, eh bien, les relations sont toujours aussi tendues, avec une méfiance mutuelle, même si la Syrie et Israël ont des intérêts communs, que ce soit la stabilité régionale et encore la lutte contre des groupes extrémistes. Et sans une médiation de la communauté internationale, que ce soit les États-Unis ou les pays européens, eh bien on risque de replonger dans un cycle de violence et d'instabilité. Merci beaucoup, Chani. On va continuer de parler du Front Nord avec vous, Michel Fayad. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et géopolitologue. Alors, on l'a vu, c'est la première roquette qui a été tirée depuis la Syrie, donc depuis la chute de Bachar al-Assad. A priori, ce n'est pas les groupes et ce ne sont pas les groupes de Ahmed al-Shara qui ont tiré ces roquettes hier soir contre Israël. Est-ce qu'il est capable, est-ce que le nouveau président syrien est capable d'empêcher ces tirs militairement et aussi idéologiquement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est vraiment pas sûr si c'est pas lui-même qui est vraiment à l'origine de ces roquettes, parce que le type de roquette qui a été utilisé donc contre Israël est le même type de roquette qui est tombé sur la province druze de Soueïda il y a quelques jours, donc en fait la semaine dernière. Et donc, il est très possible finalement que ce ne soit pas ces deux groupuscules qui ont revendiqué ces tirs, qui en fait, l'un n'existe que depuis février, l'autre depuis quelques jours, comme vous le disiez dans votre reportage, qui soient réellement eux-mêmes les vrais responsables. Donc il se pourrait bien que ce soit vraiment lui le responsable, ce qui explique la position israélienne de le tenir comme responsable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous parlez de l'aspect idéologique, et l'aspect idéologique est effectivement bien présent, puisque dans l'idéologie de Jolani, vous savez, il suit l'ouléma Ibn Taymiyyah, et pour l'ouléma Ibn Taymiyyah, il a effectué des fatwas visant à exterminer les Druzes, les Alaouites, mais aussi les Juifs, les chrétiens. Donc finalement, le vrai objectif de Jolani, c'est vraiment un jour, dès qu'il le pourra, attaquer Israël et conquérir Israël. Il ne faut pas oublier que le nom de son organisation, c'est Hayat Tahrir el-Sham. Sham, c'est pas Syrie. Sham, c'est tout le Levant, donc y compris le Liban, Israël, la Jordanie et en fait toute cette région-là qui constitue le Levant. Ça veut dire que selon vous, quand on voit Ahmed al-Shara reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, rencontrer Donald Trump, obtenir aussi la fin des sanctions américaines, pour vous, c'est un double jeu? Bien sûr que c'est un double jeu, parce que là, il montre tous les signes d'ouverture par rapport aux Occidentaux, par rapport aux autres pays arabes, parce qu'il a besoin d'argent. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les fonctionnaires syriens sont payés par le Qatar et l'Arabie saoudite, parce que l'État syrien n'en a pas les moyens, que les sanctions ont fait chuter la livre syrienne, que vraiment l'économie est complètement étranglée, le pays est complètement par terre. Donc aujourd'hui, Jolani a besoin de la levée des sanctions, donc il a besoin de montrer des gages aux Occidentaux.
Mais en réalité, d'un point de vue idéologique, il n'a pas du tout changé. Il a autour de lui des gens qui étaient des membres éminents d'Al-Qaïda. Il y a des gens, on a vu, qui étaient Daesh, qui sont devenus Al-Qaïda, puis sont devenus maintenant dans son gouvernement. Bref, d'un point de vue idéologique, il n'a pas changé. Pas un iota. Je veux dire, s'il a attaqué les Alaouites en mars dernier, les 7, 8 et 9 mars, en tuant 1600 personnes, donc au minimum, d'après l'Observatoire des droits de l'homme syrien, il visait vraiment à exterminer les Alaouites et il souhaite le continuer. Et là, ces derniers temps, il a essayé d'attaquer les Druzes. Les Druzes sont armés, contrairement aux Alaouites, et donc ça a permis aux Druzes de résister. Puis bien sûr, il y a eu l'aide israélienne qui a été fournie aux Druzes. Donc il y a une vraie volonté chez lui, d'un côté, de montrer patte blanche pour obtenir la levée des sanctions et avoir accès à toute la manne financière possible, mais de l'autre, il ne renie pas du tout ses idées. On ne l'a jamais entendu renier ses idées donc, de soutien à l'ouléma Ibn Taymiyyah. Même dans ses interviews sur des chaînes arabes comme Al Arabiya, il a confirmé qu'il s'inscrit sur les pas d'Ibn Taymiyyah. Donc le message est extrêmement clair pour toutes les minorités religieuses du Moyen-Orient. Et donc, les Druzes ne sont pas dupes, les Alaouites ne sont pas dupes, les chrétiens et les Juifs non plus. Donc c'est une manière finalement pour Ahmed al-Shara de gagner du temps, pour se reconstruire une armée, pour mieux attaquer après. Absolument. Et en fait, il essaye d'utiliser la naïveté et la méconnaissance de la part des Occidentaux et parfois d'autres pays et d'autres peuples, malheureusement, qui tombent dans le piège parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les textes, en fait, les textes de ces oulémas islamistes dans lesquels Jolani puise ses idées et puise sa réflexion. À cause de cette méconnaissance, il y a une grosse naïveté par rapport à lui. Et même ce qui est également catastrophique en Occident, c'est qu'il y a aujourd'hui des relais médiatiques pour ce type d'idées, c'est-à-dire qu'il y a carrément des journalistes en France notamment qui en fait disent qu'il faut donner une chance à Jolani, que Jolani a changé, comme si finalement ces gens-là ont été payés peut-être par le Qatar, peut-être par l'Arabie, je ne sais pas. En tout cas, il est très clair qu'il y a un lobby en marche en sa faveur. Merci beaucoup Michel Fayad d'avoir été avec nous, analyste politique et géopolitique. Nouveau record battu par Israël dans le domaine des exportations de défense. Pour la 4e année consécutive, les exportations ont augmenté de 13% par rapport à l'année dernière, atteignant environ 52 milliards de shekels, soit 13 millions d'euros, n'en déplaise aux détracteurs d'Israël qui appellent à boycotter le pays. Regardez. Israël établit un nouveau record en matière d'exportation de défense pour la 4e année consécutive. En 2024, le pays a vendu pour près de 15 milliards de dollars d'équipements militaires, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Près de la moitié des ventes concernent des systèmes de défense aérienne tels que le dôme de fer, Arrow et Fronde de David qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain. L'Europe est le principal client avec plus de la moitié des exportations. Puis les pays d'Asie-Pacifique avec 23%, suivi des pays signataires des accords d'Abraham avec 12%, l'Amérique du Nord avec 9% et enfin l'Amérique latine et l'Afrique avec 1% chacun. Plus de la moitié des contrats signés en 2024 dépassent les 100 millions de dollars. Les performances opérationnelles des systèmes israéliens, notamment lors de la guerre, ont renforcé leur attractivité sur le marché international. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré que ce succès est le résultat direct des performances de Tsahal et des industries de défense contre diverses menaces. Amir Baram, directeur général du ministère, souligne que ce record reflète une appréciation mondiale croissante de la technologie israélienne. En dépit des critiques internationales, notamment concernant les opérations à Gaza, Israël continue de renforcer sa position en tant qu'acteur majeur sur le marché mondial de la défense. Nouveau record donc battu par Israël. On va en parler avec vous, Dr Alex Coman. Vous êtes expert économique à l'université de Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce nouveau record battu par Israël pour la 4e année consécutive ?
פוטין. מרגע שפוטין נכנס לאוקראינה, אז כל מדינות אירופה רוצות לקנות נשק, והנשק הישראלי הוא הנשק בעצם שיש לו ניסיון קרבי של מדינות אחרות אין. On va reprendre peut-être la connexion. On reprendra donc peut-être un petit peu plus tard la connexion avec Alex Coman pour parler on va parler d'un autre sujet à présent, puisque depuis le 7 octobre et la guerre qu'il y a dans la bande de Gaza depuis maintenant 607 jours, eh bien Israël semble plus que jamais isolé, notamment sur la scène internationale. Beaucoup parlent même de crimes contre l'humanité, de génocide, pour qualifier la guerre dans la bande de Gaza, ces mêmes crimes contre l'humanité commis à l'encontre des Juifs à l'époque, notamment dans certains pays arabes où ils sont eux-mêmes nés, mais où ils ont dû être exilés. On va justement s'intéresser à ces réfugiés juifs. On va en parler avec vous, David Dahan. Vous êtes président de l'Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes. Alors quand on voit les accusations que portent certains sur Israël aujourd'hui, ce sont finalement les mêmes accusations, notamment crimes contre l'humanité, que les Juifs ont eux-mêmes subis dans certains pays arabes à l'époque. Alors il faut savoir que dans les pays arabes, il y avait 1 million de Juifs qui vivaient depuis des siècles, voire des millénaires. Quand je dis les pays arabes, c'est également l'Iran. Donc c'est 1 million de Juifs qui vivaient là, qui d'abord ont vécu sous le statut de dhimmi, qui a été ensuite abrogé, enfin qui a été tenté d'être abrogé par l'Empire ottoman, qui a ensuite disparu pendant la colonisation. Donc, si vous voulez, les Juifs étaient partie intégrante des pays arabes, au même titre que les chrétiens ou d'autres minorités berbères, zoroastriennes, en Perse notamment. Lorsqu'il y a eu la montée des nationalismes arabes, que ça soit de l'Algérie, en Égypte, en Irak ou ailleurs, le nationalisme arabe a été en fait établi sur la base d'une arabité. Ça veut dire qu'il s'est fait sans les Juifs. Pour Monsieur Aflaq, Saadé, Nasser, qui sont donc les grands fondateurs du nationalisme arabe dit moderne, les Juifs ne faisaient pas partie de la nation arabe. Ça ne veut pas dire que selon eux, ils devaient être tués ou expulsés, mais en tout cas, dans leur esprit, ils ne faisaient pas partie des nations arabes. Vous avez je peux citer un exemple très concret. Vous avez le code de la nationalité algérienne, en son article 32, donc c'est le code de la nationalité de 1962, puis repris en 64 et 66, qui en fait dit précisément que pour être de nationalité algérienne, il faut être musulman et deuxièmement de père musulman, ce qui de facto exclut tous les non-musulmans et notamment les juifs. Donc si vous voulez, c'est une épuration ethnique qui a eu lieu dans les pays arabes et en Iran. L'Iran, c'était beaucoup plus tard, notamment à partir de 79 avec la révolution islamique. Avant 79, la situation des Juifs en Iran était plus correcte, plus acceptable. Mais donc c'est une épuration ethnique qui a eu lieu dans les pays arabes, qui aujourd'hui, en application du droit international, est qualifié de crime contre l'humanité. Donc ces crimes contre l'humanité ont eu lieu par des mesures sournoises. On n'avait pas énormément, comme en Égypte, ce qui est un cas particulier, vous n'aviez pas des lois qui expulsaient précisément les Juifs, encore une fois, sauf en Égypte, mais vous aviez des lois sournoises, comme le code de nationalité que j'ai cité. Pourquoi ? Parce que nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes au lendemain donc, du procès suite à la Shoah, suite aux lois de Nuremberg, et en fait les régimes nationalistes arabes savaient pertinemment qu'il ne fallait pas adopter de loi visant explicitement une communauté. Donc ça s'est fait de manière sournoise. Alors ça semble finalement systématique justement que les détracteurs d'Israël utilisent les mêmes mots, les mêmes accusations que ce que les Juifs ont eux-mêmes subi. Est-ce que c'est une sorte de victimisation selon vous ? C'est surtout une sorte d'inversion victimaire, si je puis dire, parce que eux en fait partent du principe qu'en 48 les Juifs, donc les Juifs donc ashkénazes qui avaient subi la Shoah, les Juifs qui vivaient dans le Yishuv, qui avaient subi plusieurs massacres, notamment les massacres d'Hébron, de Sfat,
en 1929, mais également énormément de pogroms et de tueries. Et pour ça, on peut se référer au travail de Georges Bensoussan qui a listé l'intégralité des pogroms en Palestine bien avant la renaissance de l'État d'Israël. Donc, si vous voulez, ça leur permet en fait de faire une inversion victimaire, de dire, vous voyez, ce sont les Juifs qui ont procédé à une épuration ethnique, alors que c'est pas le cas du tout. Il y a eu une guerre qui a été déclenchée par 6 États arabes, qui a été perdue par ces 6 mêmes États, qui a d'ailleurs valu le nom de Nakba, Nakba qui veut dire la catastrophe, mais c'est le nom de catastrophe qui a été donné suite à la défaite militaire de ces 6 États contre le petit État juif. Alors que pour les 1 million de Juifs qui vivaient en pays arabe et Iran, il n'y a pas eu 6 États juifs qui ont attaqué distinctement l'Algérie, l'Irak, le Yémen ou la Libye. Ça a été, on a pris des ressortissants de ces États-là et qu'on a décidé du jour au lendemain qu'ils ne devaient plus en faire partie. Alors vous vous battez pour faire reconnaître justement le statut de réfugié pour les Juifs expulsés des pays arabes, que ce soit d'ailleurs à l'ONU, mais aussi à l'Assemblée nationale en France. Faire reconnaître la Hakira, ça veut dire déracinement en hébreu. Pourquoi c'est si important de faire reconnaître ce statut ? D'abord, c'est une question de justice. C'est une question de justice parce qu'un réfugié ne vaut pas moins qu'un autre. Un réfugié juif ne vaut pas moins qu'un réfugié congolais, afghan, burkinabé ou même arabe de Palestine. Donc il y a eu des tentatives de reconnaissance qui ont été faites pour les Juifs. Le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies déclarait en 1957 que les Juifs étaient éligibles, relevés de son statut et donc relevés de la protection du HCR. Vous avez la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU qui dit bien qu'il faut protéger les réfugiés juifs et arabes. Puis après, ça a été reconnu dans différents accords bilatéraux entre Israël, l'Égypte, avec la Jordanie, et également surtout dans un rapport de la Chambre des communes du Canada qui a reconnu donc l'épuration ethnique de ces 1 million de juifs. Donc c'est important parce que c'est une question de justice, c'est une question d'égalité. C'est une question aussi de mémoire, parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous aviez le monde juif était essentiellement ashkénaze parce qu'ils étaient majoritaires. Et en fait, les Juifs séfarades, donc séfarades du mot hébraïque qui veut dire Espagne, donc les Juifs qui viennent d'Espagne, mais également les Juifs mizraïm, c'est-à-dire les Juifs orientaux qui étaient là, dont je fais partie. Je suis pas séfarade, je suis mizraïm. Donc ces Juifs orientaux qui étaient là depuis toujours, finalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup David Dahan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc président de l'Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes. Et on a retrouvé la connexion avec le docteur Alex Coman. Merci d'être de nouveau avec nous. Alors comment on peut expliquer le nouveau record justement battu par Israël sur les exportations dans le domaine de la défense ? Attaquent leur pays et donc ils achètent des armements israéliens. Et en Extrême-Orient, il y a une grande peur que la Russie attaque toutes sortes de pays, que la Chine attaque toutes sortes de pays, comme par exemple Taïwan. Il y a des très gros risques et l'armement israélien est un armement qui est le seul qui a fait ses preuves dans les cas de guerre lors d'attaques extrêmement féroces et c'est donc aujourd'hui très populaire. Est-ce qu'on sait s'il y a quelque chose en particulier qui attire davantage? Est-ce que ce sont les armes israéliennes, les systèmes antimissiles aériens qui y attirent? L'armement israélien est assez sortant de l'ordinaire en ce qui concerne la défense extraordinaire, que ce soit des systèmes de défense des tanks ou des bateaux ou des systèmes d'offensive qui nous ont aidés contre les attaques iraniennes, les attaques du Hezbollah et du Hamas depuis Gaza. Et donc, nous sommes très forts dans ce domaine des missiles, protégeant les tanks ou protégeant un lieu comme Dôme de Fer, qui est un système classique de protection. Les autres pays n'ont pas ce genre de système et aucun pays n'a de système, surtout qui a fait ses preuves en temps d'attaque massive de l'ennemi. Et à l'heure où beaucoup appellent justement au boycott d'Israël, c'est une victoire pour Jérusalem, ce record? C'est un succès,
Mais maintenant, nous parlons du fait que l'Espagne veut annuler un énorme contrat d'achat de grandes quantités de missiles qu'Israël a emporté comme appel d'offres face aux grandes sociétés américaines. Nos missiles sont extrêmement réussis. On a toutes sortes de missiles cinétiques et très spécialisés. Et maintenant, l'Espagne, à cause de la guerre, à cause de son hostilité à Israël, parle d'annuler cette affaire. Merci beaucoup, Dr Alex Coman, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert économique à l'Université de Tel Aviv. Merci. Et c'est la fin de votre magazine Défense. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très belle soirée sur i24 News.